syllabes. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a un président noir dont le nom a fait le tour du monde, Nelson Mandela. Mais il y a 20 ans, le président Mandela était en prison et presque inconnu du grand public. À l'époque, la révolte soudaine du quartier noir de Soweto dominait l'actualité. Le monde entier découvrait alors la violence d'une minorité de blancs qui gouvernait le plus grand pays d'Afrique noire. L'Afrique du Sud est depuis 1948 gouvernée par le Parti nationaliste, principal représentant des Blancs. Ces derniers, bien que largement minoritaires dans ce pays, détiennent tous les pouvoirs. Le programme du Parti nationaliste repose sur l'apartheid, qui, en afrikaans, la langue des colons blancs, signifie séparation. Qu'est-ce que l'apartheid? Un système complexe basé sur une classification des races et qui finalement aboutit à une ségrégation stricte entre blancs et non-blancs. La population est divisée en 3 races, blanches, métisses et indigènes, c'est-à-dire noires, qui elles seules représentent 80% de la population. La classification s'établit en fonction de critères physiques, comme la couleur de peau ou les cheveux. Les mariages entre blancs et noirs sont interdits et passibles des tribunaux, de même que les relations sexuelles. L'apartheid est en grande partie l'œuvre d'Hendrik Verwoerd. Bien qu'étant connu pour ses opinions pro-nazis, il devient ministre des Affaires indigènes en 1948 et il met alors en place les premières lois de l'apartheid. Dans ce système raciste, l'appartenance à l'une ou l'autre des races entraîne une série d'obligations et d'interdictions. Tout contact entre blancs et noirs est strictement réglementé. Les lieux publics comme les administrations, les écoles, les parcs, les plages ou les toilettes sont divisés entre zones blanches et non blanches. À l'école, les Noirs ne suivent pas le même programme que les Blancs. Ils reçoivent un enseignement de seconde catégorie, destiné les principes de la ségrégation. Même les compétitions sportives mêlant les différentes races sont interdites. Les Noirs sont exclus des emplois supérieurs réservés aux Blancs. Cette ségrégation qui vise à fournir à l'industrie blanche une main-d'œuvre bon marché et abondante s'accompagne d'une ségrégation géographique. Les Noirs doivent résider dans des zones spéciales situées dans la périphérie des villes blanches et baptisées townships. Leur présence dans les villes blanches est limitée à 72 heures. Le plus grand des townships sud-africains compte 2 millions d'habitants. Il est situé à 20 km au sud-ouest de Johannesburg. C'est pourquoi on l'appelle South West Township, en abrégé Soweto. C'est là que va se jouer l'avenir de l'Afrique du Sud. Traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays, les Noirs ont recours à la violence. Une violence qui va faire voler en éclats la façade respectable de l'État sud-africain. Le dos au mur, le pouvoir blanc engage alors une répression qui choquera le monde entier par sa barbarie. L'Afrique du Sud des années 70 est d'abord un pays aux mains des Blancs qui représente 20% de la population. Une minorité qui détient la totalité du pouvoir et l'essentiel des richesses. Le revenu moyen des Blancs est alors de 5 200 $ par an contre 480 $ pour les Noirs. Avec l'apartheid et sa codification méticuleuse des races, les Noirs n'ont aucun droit, ni droit de vote, ni droit civique. Le régime sud-africain est en fait une véritable dictature. Ainsi, la police peut décider d'arrêter et de mettre au secret pendant 90 jours reconductibles toute personne soupçonnée d'exercer des activités subversives. C'est dans ce contexte qu'au début de l'année 1976, le gouvernement sud-africain prend une décision en apparence très anodine. Il impose l'utilisation de la langue afrikaans à l'école et à l'université. Cette décision déclenche une vague de protestations dans la communauté noire, habituée, elle, à l'anglais. Pourquoi? Parce que l'afrikaans est la langue fétiche des Blancs les plus conservateurs. La langue des afrikaners, les colons d'origine hollandaise, qui furent les premiers à s'établir en Afrique du Sud. Des manifestations ont lieu dans plusieurs écoles et universités noires. La police ouvre le feu sur l'une d'entre elles et tue un jeune écolier noir de 13 ans. C'est l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière des townships. Des émeutes éclatent dans plus de 160 cités noires et métisses.
À Johannesburg, les ouvriers noirs se mettent en grève et une manifestation de 20 000 noirs part de Soweto en direction de la ville blanche. L'état d'urgence est décrété, la répression fait officiellement 176 morts, mais en réalité plus de 500 et des milliers de blessés. Les arrestations et détentions arbitraires se comptent par centaines. Le leader des étudiants noirs, Steve Biko, est arrêté et torturé. Il meurt en prison de la suite de ses blessures. Pour la première fois, le pouvoir cède à la panique. Le ministre de la Défense déclare « Notre pays peut s'attendre à une guerre terroriste ». La peur s'empare d'une partie de la population blanche. Le service militaire des Blancs est porté à 2 ans et le budget de l'armée augmenté de 30%. Avec Soweto, la violence de masse a fait brusquement irruption dans le système de l'apartheid. La condamnation de la communauté internationale est unanime, mais les sanctions symboliques. Paris et Washington se limitent à un embargo sur les armes à destination du régime de Pretoria. Au bout de 2 ans de troubles en Afrique du Sud, la situation semble à peu près maîtrisée par le pouvoir, mais du côté de la population blanche, la peur s'est installée. Une peur qui pousse le pouvoir à réagir par la force pendant près de 10 ans. Il faudra attendre en effet la libération de Nelson Mandela en 1990 et la pression de la communauté internationale pour voir l'Afrique du Sud s'engager sur le chemin d'une libéralisation progressive. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a rejoint le camp des démocraties. Au revoir.